Bonjour à tous, bonjour, je suis Éloi Choplin et j'ai le grand plaisir d'être avec vous. Je voulais m'excuser d'être à distance, mais finalement on est tous quand même aux premières loges de ce joli projet que nous allons creuser ensemble aujourd'hui. Aux premières loges également pour écouter, pour dialoguer avec un chercheur qui va vous enthousiasmer, qui va vous faire voyager, qui va vous stimuler, qui va peut-être un petit peu vous refroidir et vous glacer également, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'un projet soutenu par la Fondation BNP Paribas dans le cadre de son programme Climate and Biodiversity Initiative. Le projet Life Without Ice. C'est l'un des 9 nouveaux projets lauréats du programme international de mécénat de la Fondation BNP Paribas. Et jusqu'en 2022, je vous le rappelle, ces 9 projets seront soutenus à hauteur globale de 6 millions d'euros. 6 millions d'euros pour la recherche. Et nous verrons que ce projet dont nous allons parler aujourd'hui cible plusieurs ODD. Vous savez, les ODD, les objectifs de développement durable des Nations Unies. Ces objectifs qui nous emmènent, qui nous donnent un cap vers 2030, vers l'horizon 2030. Ces objectifs qui ont déjà 6 ans. C'est le 6e anniversaire en ce moment, justement. Ces objectifs soulignent notre interdépendance, soulignent également notre action possible au quotidien, l'approche, l'action collective possible que nous pouvons faire, que nous pouvons déterminer. Et cette approche systémique qui est déterminante pour bien comprendre tous ces enjeux. Alors, apprêtons-nous maintenant à partir en voyage tout en restant à la maison ou au bureau. Je vais être franc avec vous, c'est toujours très complexe de présenter un chercheur parce qu'on ne sait jamais s'il faut être court, s'il faut être long. Le plus simple, c'est d'aller voir le compte Twitter. Ça donne chercheur et RD, large intérêt pour l'écologie et les sciences du développement, naturaliste et photographe animalier. Et finalement, c'est pas mal cette présentation. Ok, elle est courte, mais moi ce que j'en comprends, c'est qu'il est très curieux, qu'il cherche et qu'il donne à voir, donc il a envie de partager. Et puis, comme sa présentation, on sent de l'humour aussi. Bref, on sent qu'on va passer un super moment. Ce que je retiens également, c'est qu'Olivier Dangle est directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier. Et une fois encore, nous pouvons constater que les chercheurs ne connaissent pas de frontières, eux. Ils communiquent largement entre eux, ils comprennent et ils ont compris depuis belle lurette l'approche interdisciplinaire, l'approche créer des ponts, des passerelles plutôt qu'ériger des murs. Olivier Dangle, il incarne tout ça, vous allez le voir. Il est chercheur associé également dans plusieurs universités étrangères. Ses travaux ont fait l'objet de plus de 150 publications scientifiques, 5 livres et de nombreuses valorisations de communication scientifique. Je vous encourage vivement, si vous êtes sur les réseaux, à le suivre. C'est toujours vraiment passionnant. Et on va en apprendre beaucoup et nous passerons sans aucun problème d'une échelle à l'autre grâce à son talent et à son efficacité dans le rôle de vulgarisateur scientifique. On va voir à quel point ce projet Life Without Ice, soutenu par la Fondation BNP Paribas, peut aider à comprendre ce qu'est un glacier, mais aussi à comprendre l'importance d'avoir une vision globale, d'une écoute des populations aussi, et puis de la nécessaire adaptation au choc. Olivier, je crois que là maintenant, c'est à vous. Nous nous laissons guider et nous nous retrouvons juste après. Olivier, c'est à vous. Imaginez que vous êtes dans les Alpes françaises. Quelque part près du massif du Mont Blanc, vous vous réveillez tous les matins, vous regardez par la fenêtre et vous voyez les montagnes, les glaciers. Et vous voyez que jour après jour, mois après mois, année après année, vous voyez que les glaciers gagnent du terrain. Oui, oui, j'ai bien dit gagnent du terrain. En fait, les glaciers gagnent des dizaines de mètres par an. Ils gagnent tellement de terrain que les paysans de la vallée ont peur pour leur bétail, pour leur pâturage, pour leur maison. Ces habitants ont tellement peur qu'ils comparent en fait finalement ces glaciers à d'énormes dragons qui viendraient directement des montagnes, dans leur vallée. Des dragons qu'il faudrait repousser vers leur montagne. Nous sommes au 19e siècle en fait, à la fin du petit âge glaciaire, où il y avait encore un refroidissement qui permettait aux glaciers d'avancer. Et ces paysans vont en fait faire des processions, des prières, afin de repousser les glaciers dans ces montagnes maudites, de repousser les dragons. Alors, en fait, repousser les dragons, des prières, leurs prières ont certainement trop bien fonctionné, nous allons le voir, mais glacier, dragon, est-ce que vraiment on peut faire une comparaison ? J'aime aller prendre des photos de glaciers, et voici les photos que j'ai prises notamment en Patagonie. Perito Moreno, un endroit fabuleux pour observer les glaciers. Quand on regarde effectivement la surface d'un glacier, on croit voir un petit peu la peau d'un dragon. Les séracs, qui représentent un petit peu la surface cuirassée d'une peau. Quand on regarde un petit peu avec des détails, on peut apercevoir peut-être à un moment donné un œil, quelque part dans la glace. Ou peut-être même des dents. Oui, je crois bien que c'est des dents très effilées. Il y en a un peu partout.
Quand on regarde un petit peu sur le flanc, on voit comme une blessure, peut-être un chevalier qui est passé par là, une blessure d'où s'écoule un sang noir, un dragon blessé. Et quand on regarde vraiment beaucoup de temps, quand on laisse jouer le jeu des lumières, quand on se laisse prendre au jeu du photographe qui observe, on peut voir tout un monde féerique qui apparaît aussi sur ce glacier. Tout un monde féerique, celui des dragons, on voit des formes, et finalement, on se prend au jeu de tout ça. Ok, vous êtes peut-être pas super convaincu que tout ce que je suis en train de dire, c'est vraiment un dragon. Alors, petit à petit, je vais essayer de vous convaincre. Parce qu'en fait, ces glaciers, d'une part, ils peuvent bouger. Regardez. Ce que vous voyez là, c'est le glacier des Grands Mulets sur le massif du Mont Blanc. Et ce que vous voyez là, c'est le déplacement naturel de ce glacier. Sur un an. Juste une année, vous regardez le glacier se déplacer, car on a une zone d'accumulation de la glace, ou une neige, et une zone ensuite d'ablation de la glace. Donc c'est un cycle qu'a le glacier, c'est un déplacement qu'il a. Il est donc quelque part vivant. Ok, vous dites peut-être, attendre un an à côté d'un glacier, c'est pas mon truc, je vais essayer de faire plus court. Je vous invite à aller sur le flanc de l'Antisana, en Équateur, à plus de 5000 mètres d'altitude, et à dormir juste à côté d'un ruisseau, un ruisseau glaciaire qui vient du glacier. Et là, regardez à nouveau. Ce que vous voyez cette fois-ci, c'est la respiration du dragon. En fait, le dragon, il respire pas vraiment de l'air, il respire plutôt de l'eau. Et vous voyez qu'en fait, on a un débit qui augmente et qui diminue. C'est en fait le gel de la glace pendant la nuit qui fait qu'on a vraiment de l'eau minimum, et ensuite le dégel pendant la journée avec des crues glaciaires. Et ce rythme, véritablement, du dragon, c'est un rythme très important pour tous les animaux qui vivent dans ces rivières et aussi pour les hommes. Ok, alors, ces glaciers, ils sont un peu vivants, ils bougent, ils respirent, mais est-ce que par exemple, ils hébergeraient aussi de la vie, comme, vous savez que les dragons, notamment des dinosaures, ils hébergeaient des puces de 2 cm, on les a retrouvés dans de l'ambre. Alors, effectivement, les glaciers, c'est un petit peu des dragons qui hébergent aussi de leur vie. Ils ont leurs puces, entre guillemets. Il y a des levures, des bactéries, tout un tas d'insectes qui vivent sur ces glaciers, qui ne vivent certaines fois que sur ces glaciers et nulle part ailleurs. C'est le cas, par exemple, de cette larve. C'est une larve d'insecte, qu'on appelle un plécoptère. Et cette larve, en fait, fait tout son cycle de vie sur les glaciers. De la larve jusqu'aux adultes. Ok. Peut-être qu'il vous en faut encore plus pour comprendre vraiment que le glacier est vivant, et j'ai gardé, en fait, le meilleur pour la fin. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter un glacier. Voilà, un son un petit peu psychédélique. En fait, les chercheurs arrivent à poser des microphones dans le glacier et à écouter finalement les bruits qui sont émis par ce glacier, qui sont différents en fonction notamment de la montagne, de la vitesse de déplacement, et ainsi ils comprennent mieux le déplacement et le fonctionnement de ce glacier. Mais il y a quelque chose d'un peu plus grave. Quelque chose qui arrive justement quand on entend encore un peu plus ces glaciers. Quand on se met à les entendre, à les écouter à certains niveaux. On entend des choses qui nous font rappeler que finalement c'est des dragons, que les dragons ont disparu et qu'il se passe quelque chose d'inquiétant aussi pour les glaciers. On va écouter une nouvelle fois. Ce que vous avez entendu, c'est toute cette eau qui est en train de fondre. Et ensuite, un énorme bloc de plusieurs milliers de tonnes de glace qui se déverse directement dans la mer au Groenland. En fait, à l'heure actuelle, il y a plus de 300 milliards de tonnes de glace qui, chaque année, font comme ce que vous avez entendu, c'est-à-dire qu'il y a un vélage, encore pour rappeler que le glacier est vivant, de ces icebergs dans l'océan. Près de 300 milliards de tonnes de glace. Ok, 300 milliards de tonnes, ça vous dit pas grand-chose. Alors, je vais essayer de comparer ça à quelque chose qui est un peu plus visuel. On peut comparer ça à un troupeau de 2000 éléphants qui vont directement dans la mer chaque seconde. J'ai bien dit chaque seconde pendant un an. C'est vraiment une quantité de glace complètement énorme. C'est un processus qui s'est amplifié. On est vraiment dans un état d'urgence par rapport au glacier. Alors, ça se passe au Groenland, mais c'est finalement
un phénomène qui est complètement mondial. Au niveau de la planète Terre, on a entre 35 et 55% des glaciers qui vont perdre leur masse d'ici la fin du siècle. Et si on se replace, comme ici dans les Alpes, au niveau de cette image sur la mer de glace, ou encore dans les Andes tropicales, c'est près de 90% de la masse des glaciers qui devrait disparaître d'ici la fin du siècle. Donc vous le comprenez, on n'est plus vraiment juste dans le fait de dire aux dragons d'aller un peu plus haut. On n'est plus dans le retrait glaciaire, on n'est pas dans le recul des glaciers. On doit changer de paradigme. On doit changer de type, on doit changer de vocabulaire. On est vraiment dans l'extinction des glaciers. Dans quelques dizaines d'années, de nombreuses montagnes vont se retrouver sans aucun glacier, et ça a déjà commencé dans plein d'endroits sur la planète, notamment en Islande, ou encore bientôt sur l'iconique Kilimandjaro, qui, en 2030, devrait aussi perdre son glacier. Alors c'est pour ça que on a développé ce projet qui s'appelle Life Without Ice, une vie sans glacier, qui est un projet international, où plusieurs chercheurs de différentes disciplines, des écologues, des glaciologues, des hydrologues, des météorologues, des sociologues, des anthropologues, des historiens, plusieurs chercheurs de pays différents, des Boliviens, des Vénézuéliens, des Équatoriens, des gens de France, des États-Unis ou encore de Finlande. Tout le monde est vraiment armé pour essayer de comprendre ce qui va se passer dans une vie sans glace. Et je voulais vous présenter 4 focus que nous allons avoir dans ce dossier, dans ce projet, que nous allons développer lors des prochaines années. La première chose pour comprendre une vie sans glace, c'est de comprendre ce qui va se passer avec l'eau. Vous avez ici une photo d'un ruisseau qui est en train de creuser son nid, un petit peu, son lit. À la surface d'un glacier, vous voyez un glacier qui est sale avec des poussières qui viennent sur la glace. Et en fait, l'eau, c'est vraiment quelque chose de principal pour comprendre cette vie sans glacier. Parce que pour comprendre le futur, une fois qu'il n'y aura plus de glace, il faut comprendre ce qui va se passer avec le cycle de l'eau. Et c'est extrêmement compliqué car on a beaucoup moins de bonnes prédictions en ce qui concerne les précipitations futures qu'en ce qui concerne les températures. Et donc, on va avoir toute une équipe de glaciologues et d'hydrologues et aussi de climatologues qui vont travailler pour mieux comprendre ce qui va se passer en termes de cycle de l'eau dans ces montagnes sans glacier et aussi de l'impact sur la biodiversité puisqu'on avait vu qu'il y a des êtres vivants qui vivent dans cette eau. Ça, c'est un des premiers objectifs très importants du projet. Un deuxième objectif qui fait que les sciences vont devoir véritablement échanger, que les scientifiques vont devoir casser les silos de leur discipline, ce sont ces petits aquariums noirs que l'on voit dans certains glaciers, comme ici à l'Antisana, une nouvelle fois, en Équateur. Si vous baladez sur les zones planes des glaciers, vous voyez effectivement ces sortes de taches noires. En fait, certaines suies qui sont apportées par l'atmosphère, notamment du fait de la contamination de l'air, viennent se placer sur le glacier, diminuent l'albédo et du fait augmentent la fonte du glacier. Le glacier fond juste à cet endroit, ça fait une sorte de petit aquarium. Et cet aquarium est colonisé par une quantité de vie impressionnante. Des algues, des virus, des bactéries, des petits organismes qui viennent se mettre là et qui ont un métabolisme et qui vont donc créer de la chaleur. Et cette chaleur, elle va participer elle aussi un peu plus. Elle va accélérer la fonte du glacier. Et donc c'est cet échange finalement entre la biologie et la physique qu'on va aussi essayer de comprendre dans ce projet pour essayer de mieux comprendre les derniers jours de plusieurs glaciers. Évidemment, à un moment donné, on n'aura plus de glaciers. On voit, nous, les glaciers dans les Alpes, à quoi ils ressemblent. Ici, vous avez un glacier, le Sajama, en plein désert bolivien, sur l'altiplano bolivien. On est à près de 7000 mètres d'altitude. Et vous voyez ici que les défis, ça va être de savoir qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure quand la glace va petit à petit monter et va, à un certain moment, disparaître. Pour comprendre ça, il faut comprendre comment les sols, notamment, vont réagir. Comment petit à petit la matière organique va se former, comment tous ces animaux, ces plantes vont petit à petit migrer, comme s'ils étaient sur une sorte d'escalateur qui va monter comme ça, certaines fois vers l'extinction, parce que certaines espèces n'auront plus d'autres endroits où aller, et certaines plantes vont essayer de coloniser. Et vous voyez sur cette photo, de nombreuses plantes, comme les graminées qu'on voit en premier plan, en fait dépendent de coussins. Ces petits coussins qu'on voit tout ronds, tout verts, qu'on appelle des azorella. Ces coussins, ils sont indispensables pour qu'il y ait une vie dans ce désert. Car pousser dans le désert, pousser dans le sable, c'est pas facile, c'est beaucoup mieux quand on a ces petits coussins. Mais ces coussins, ça met du temps à pousser. Et on n'est pas vraiment sûr qu'étant donné le retrait, le recul très important des glaciers, toutes ces plantes aient le temps de se mettre en place. C'est une nouvelle fois un défi qu'on a pour essayer de mieux comprendre ce qui va se passer une fois qu'il n'y a plus de glaciers, quel est le sol qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir comme biodiversité. Enfin,
Un dernier axe de notre projet, c'est l'axe humain. Dans de nombreuses régions du monde, que ce soit en Islande, que ce soit dans les Alpes, que ce soit dans les Andes, de nombreuses populations humaines sont complètement connectées aux montagnes, complètement connectées aux glaciers. Elles sont connectées par leur religion, par leur système de pensée, par leur identité même. Et la perte des glaciers, pour elles, c'est vraiment une catastrophe. C'est une catastrophe, bien sûr, au jour le jour, parce que tout d'un coup, il y a des problèmes de ressources en eau. Alors pour l'instant, il y a un peu plus d'eau, parce qu'il y a plus de fonte, mais dans quelques années, il va y avoir beaucoup moins d'eau. Mais c'est un problème aussi beaucoup plus philosophique, religieux, spirituel. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi étudier pour essayer de comprendre l'impact que va avoir cette disparition totale des glaciers sur les communautés. On essaye de comprendre cet impact et on essaye de comprendre aussi l'adaptation de ces communautés. On essaye de proposer des solutions pour que ces communautés puissent s'adapter dans un monde sans glace, pour essayer de voir comment gérer, par exemple, les ressources en eau dans un monde sans glace. Et c'est là que le projet essaye d'aller encore plus loin. Je viens de parler du mot adaptation. Et effectivement, l'homme, c'est un champion de l'adaptation. On peut regarder ici, par exemple, en Thaïlande, une autre adaptation d'un effet du changement climatique, les inondations, et vous voyez qu'on a vraiment beaucoup d'idées, que ce soit pour se déplacer sur un bateau, en voiture, ou pour prendre soin de nos chiens et de nos chats. L'adaptation, elle frise même le ridicule. Quand tout d'un coup, quand on n'a plus de glace sur une montagne, qu'est-ce qu'on fait? On peint la montagne en blanc. Parce qu'effectivement, on va augmenter l'albédo et du coup, il y aura peut-être moins de réchauffement. Mais rien n'est prouvé. On peint la montagne en blanc comme si le fait d'avoir juste une tache blanche comme ça pouvait nous faire oublier qu'il n'y a plus de glaciers et psychologiquement peut-être nous aider. Pire, en Californie, vous avez sans doute entendu parler des sécheresses énormes qui se passent, des feux. Les pelouses, elles sont plus vertes. Les haies, elles sont plus vertes. Et il y a tout un business qui se fait pour aller peindre sa pelouse en vert ou par aller peindre son bosquet en vert. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on veut vraiment ce type d'adaptation qui devient complètement risible? Est-ce qu'on veut ça ou est-ce qu'on veut quelque chose de plus profond? Est-ce qu'on voudrait pas plutôt une transformation du système pour essayer d'aller vers un autre possible et non pas s'adapter petit à petit à des conditions qui sont toujours plus terribles et du fait qu'on accepte toujours de plus en plus un état de dégradation de la planète. Et c'est sur cette réflexion entre l'adaptation et la transformation que le projet Life Without Ice essaye aussi d'apporter sa contribution. Et nous essayons de la faire sous deux formes. La première forme, c'est d'essayer de chercher autrement. C'est d'essayer de faire cette nouvelle science de la durabilité, une science qui, au lieu de partir depuis l'académie et d'aller petit à petit en proposant des solutions vers la société, est de co-construire. C'est cette image du pont qu'il y a ici, entre le monde réel et le monde académique. Chacun doit faire en fait un chemin pour arriver sur ce pont et pour véritablement co-construire pour arriver vers des solutions durables. Ce qui est important par rapport à ce pont aussi, c'est pour éviter toutes ces solutions, tous ces savoirs non utilisés, toutes ces publications et ces livres qui dégringolent de la tour académique et qui vont dans ce fossé, qui sont pas utilisés, et aussi toutes ces idées lumineuses qu'ont les citoyens et qui, faute peut-être d'appui technologique, ne sont pas non plus utilisées. C'est vraiment ce qu'on veut faire, essayer de lier les problèmes du monde réel avec la science, et on doit beaucoup mieux travailler ensemble. On doit travailler ensemble avec la société, mais on doit travailler ensemble aussi avec les entreprises, les multinationales, tout le monde de l'économie, tout le monde de la finance. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour qu'on puisse aller sur un nouveau système de création des savoirs, de co-création des savoirs. C'est le premier enjeu que le projet Life Without Ice porte dans sa structuration. Le deuxième enjeu, c'est d'essayer de nous défaire de nos esclaves énergétiques. En fait, le projet Life Without Ice essaye de minimiser son impact, essaye d'être neutre au niveau du carbone, et je voulais revenir sur cet aspect de transformation qui finalement est là, au plus profond de nous, et chacun d'entre nous peut faire quelque chose pour transformer. Regardez cette vidéo pour mieux comprendre la notion d'esclave énergétique. Vous voyez, c'est un coureur XXL, avec des cuisses XXL. C'est un coureur qui a fait les Jeux Olympiques. Et on l'a placé là, sur un vélo, connecté à un grille-pain, et c'est notre esclave énergétique. Il doit produire une certaine quantité de travail, il doit produire des watts pour faire une tâche immense. Vous voyez, il doit cuire, toaster un bout de pain. Il est là, il donne, il y a de la pente, il y va, il en peut presque plus.
Regardez toute cette énergie qu'il faut. On est à plus de 700 watts qu'il faut conserver, conserver, conserver. Ça y est, il peut se reposer. Notre petit bout de pain est toasté. Ça, c'est juste l'énergie, c'est juste cet esclave-là, ce sorte de mastodonte avec des cuisses mouse, dont on a besoin juste pour griller un bout de pain. En fait, si vous replacez l'ensemble des esclaves énergétiques dont vous avez besoin chaque jour, vous avez besoin pas de 1, pas de 2, pas de 3, pas de 10, pas de 20. Pour assouvir vos besoins énergétiques journaliers dans un pays comme la France, vous avez besoin de 100 esclaves énergétiques tous les jours. Je pense que cette image des 100 esclaves énergétiques, c'est quelque chose qui peut nous faire aller vers une transformation. C'est en tout cas l'image que j'utilise par exemple avec mes enfants. On essaye de plus prendre les ascenseurs, on marche tout dans les aéroports ou je ne sais où avec nos petites valises, on monte, on essaie d'ailleurs de ne pas prendre l'avion, c'est encore mieux. Le vélo, éventuellement ne plus avoir une alimentation carnée. Il y a plein de gestes qu'on peut avoir en repensant toujours à cet esclave énergétique. C'est bien sûr vrai au niveau des citoyens, mais c'est aussi vrai au niveau des multinationales. On doit tous faire un effort en pensant à ces centaines, ou si on est plus gros, ces dizaines de milliers, ces millions d'esclaves énergétiques dont on a besoin tous les jours et dont on pourrait se défaire. Et ça, c'est véritablement le message que porte aussi le projet pour ne plus accepter, pour ne plus seulement s'adapter, mais pour bel et bien transformer le système. Alors, toute cette énergie qu'on met dans le projet, tout cet investissement, tout cet élan qu'on met dans le projet, je crois que c'est ce qui va nous permettre en partie de transformer le système. On a besoin de mieux comprendre ce qui se passe scientifiquement, mais on n'a pas besoin que de ça. On a aussi besoin quelque part de se reconnecter. Et la parabole des dragons, finalement, elle va bien au-delà juste de présenter les glaciers comme quelque chose qui est vivant. En fait, quand les paysans avaient peur de ces glaciers, quelque part, ils étaient connectés aux glaciers. Ils les vivaient. Ils regardaient leurs poux, comment ils avançaient, comment ils reculaient. Et de la même manière, aujourd'hui, il y a des pèlerins aussi qu'on trouve encore dans les Alpes, qui sont envoyés par le Vatican pour prier, mais cette fois-ci pour que les dragons reviennent. Ce qui se passe là, c'est qu'on est connecté. On ressent quelque chose pour les glaciers, pour des endroits. Et je pense que c'est seulement avec cette conviction et seulement avec cette réflexion interne et cette connexion qu'on pourra avoir avec le monde vivant, qu'on pourra faire une transformation et qu'on pourrait sauver la planète. Car je vous le rappelle, there is no planet B. Merci Olivier. C'est pas du tout évident de reprendre la main après ça. Je sais que tout le monde doit applaudir derrière. Et merci beaucoup de nous avoir emmenés vers cette fenêtre ouverte pour essayer de comprendre comment marche le monde. Et que je le rappelle à tout le monde, partagez-le vraiment parce que je pense que c'est pour l'intérêt général que de partager ce que vous venez de dire, Olivier. C'est bientôt l'heure de reprendre une activité normale, mais pas totalement normal parce que maintenant nous aurons des images en tête, nous aurons des sons dans les oreilles et ce soir on sait déjà de quoi on va parler en famille avec nos amis. Merci beaucoup Olivier pour ça, merci Olivier pour votre présentation extraordinaire, merci pour les explications et surtout les ébauches de solutions. Et c'est vrai, souvent on a un grand constat, il est glaçant, mais il n'y a pas de solution. Là, il y a pas mal de pistes, il y a pas mal d'ébauches de solutions. Il faut fuir les peintres de gazon et il faut fuir les peintres de montagne et tous ces esclaves énergétiques, bien sûr. Merci aux équipes de la Fondation BNP Paribas, au Bivouac, aux équipes de la direction de la communication du groupe BNP Paribas, aux équipes techniques qui ont rendu possible ce moment passé ensemble à l'écoute des glaciers, à l'écoute de la nature. Merci beaucoup Charles, merci à toute cette équipe qui a rendu possible également le fait que je sois à distance avec ma cheville un petit peu endolorie et vous là-bas à Paris au Bivouac. Merci beaucoup. Merci aux équipes Oui Demain qui ont participé à la co-construction de cette session, de cette rencontre. À très bientôt, à tout de suite sur les réseaux.